Bonsoir Galia Ackerman. Bonsoir. Vous êtes chef du bureau Russie de la revue Politique Internationale, rédactrice en chef également du desk Russie. Première question, avec vous Volodymyr Zelensky, on l'a entendu, s'est indigné de la position de l'OTAN de ne pas vouloir mettre en place donc cette zone d'exclusion aérienne. Message d'espoir également aux Ukrainiens. D'un autre côté, il reste dans sa posture qu'il a endossée, le costume qu'il a endossé, celui de chef de guerre des Ukrainiens. Oui, et je pense que même si c'est un acteur à l'origine qui a fait sa carrière en tant qu'acteur, maintenant, c'est pas simplement il a endossé le costume, mais il est entièrement fusionnel avec ce rôle. Et les gens, dans ces moments critiques, ils sentent si c'est faux ou si c'est pas faux. Et on a l'impression, en l'écoutant, surtout moi, je peux l'écouter en russe et en ukrainien, je comprends parfaitement qu'il dit vrai, qu'il dit ce qu'il sent. Et c'est très, très important. C'est pour ça que votre correspondant parlait de sa popularité. Vous savez, il a refusé d'être exfiltré. Il a dit qu'il n'a pas besoin de taxi, mais d'armes. Donc, rien que ça, cette réplique, elle est extraordinaire. Galia Ackerman, est-ce que d'une certaine manière, Volodymyr Zelensky, mais peut-être plus largement l'Ukraine et les forces ukrainiennes ont gagné cette bataille de la communication dans cette guerre, selon vous ? La bataille a été gagnée, mais la vraie guerre, malheureusement, n'est pas gagnée. On ne sait pas comment ça peut se terminer. Même maintenant, le général français, général de Porte, a reconnu qu'il y avait une menace réelle d'une frappe nucléaire. On ne sait pas trop où, mais Poutine a clairement menacé de cette frappe. Et comme lui, c'est une fuite en avant, il pensait qu'il allait conquérir l'Ukraine. Dans sa réalité parallèle, il pensait qu'on allait l'accueillir en Ukraine comme libérateur des mythiques nazis. Mais rien de tel ne s'est produit. La résistance est très acharnée. Et donc, à ce 10e jour, la guerre n'est pas gagnée, mais pour l'instant, en tout cas, elle n'est pas perdue par les Ukrainiens. Un mot également, vous venez de l'évoquer justement, de Vladimir Poutine, qui lui aussi s'est exprimé peu après Volodymyr Zelensky. Il a donc dit que les pays qui souhaiteraient mettre en place cette zone d'exclusion aérienne seraient considérés comme co-belligérants. Il reste donc dans sa posture, le président russe, sa rhétorique de menace. Il reste dans la même posture qu'il y a 2 semaines, quand il a prononcé son discours, je crois que c'était le 21 février au soir, c'est-à-dire il est totalement dans son délire nationaliste et impérialiste, on peut dire, parce qu'il ne reconnaît pas l'Ukraine comme un pays à part, les Ukrainiens comme un peuple à part, et donc il se croit en droit de conquérir l'Ukraine, tout comme il y a tant d'années, il a conquis la Tchétchénie. Il y avait 2 guerres tchétchènes. La deuxième, c'était Vladimir Poutine. On sait d'ailleurs comment les Russes ont transformé la ville de Grozny en une sorte de Dresde, la ville totalement ruinée, en ruine. Donc maintenant, il considère qu'il a aussi le droit, parce que historiquement, l'Ukraine a été, pendant quelques centaines d'années, faisait partie de l'Empire russe. Donc, il se considère d'agir, en droit d'agir comme si c'était son territoire à lui et comme s'il essayait de mater un pays indépendantiste, si l'on peut dire. Dernier mot avec vous, Galia Ackerman. Est-ce que cette position de Poutine, on a vu des réactions d'opposition à cette guerre aussi en Russie, est-ce que Vladimir Poutine peut être fragilisé ? Est-ce que, à terme, peut-être, on pourrait éventuellement assister à une révolution de palais, comme on dit en Russie, peut-être ? Personnellement, je pense que c'est la seule solution, parce qu'en termes de liberté, c'est la nuit noire qui est déjà descendue en Russie. On a fermé même les médias qu'on n'a pas touchés pendant des dizaines d'années, comme l'Écho de Moscou, comme la chaîne de télévision Dost. Maintenant, il n'y a plus de Facebook en Russie, il n'y a pratiquement plus de Twitter.
Toute l'information que les médias russes donnent, ce sont des informations tout simplement fausses. Et donc, les gens ne comprennent même pas et ne peuvent pas comprendre ce qui se produit. Eux, ils ne voient pas les images de civils détruites. C'est toujours des mensonges sur les frappes chirurgicales, uniquement sur des infrastructures militaires. Et donc, entre la répression extrêmement sévère et ce mensonge, donc l'impossibilité d'avoir accès à des informations vraies sur ce qui se passe, je pense que la révolution tout court ne peut pas avoir lieu, mais en revanche, comme Poutine va droit dans le mur, il y a peut-être un espoir, on peut dire, qu'une révolution de palais en coup d'État soit possible. C'est d'ailleurs, ça s'est déjà plusieurs fois produit dans l'histoire soviétique et même une fois une tentative dans l'histoire post-soviétique sous Yeltsin. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de vraie démocratie, en fait, on peut se débarrasser d'un tyran uniquement par une révolution de palais. Merci beaucoup, Galia Ackerman, pour tout cet éclairage et ces précisions. Je rappelle que vous êtes chef du bureau Russie de la revue Politique Internationale.